Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin, José. On est dans votre terrain de jeu ce matin. Ah oui? Je trouve. C'est comme une évidence. Moi, quand j'ai lu cet article-là, je me dis, c'est sûr qu'il faut faire une émission avec vous là-dessus. Et c'est pas parce que c'est le fun. Moi, je trouve ça même scandaleux, je vais vous dire. Là. Parce que quand on parle d'anxiété, et quand on parle d'anxiété chez les jeunes, on fait souvent référence aux adolescents. Et on a déjà fait, d'ailleurs, une émission en sortant les statistiques, comme quoi qu'il y avait un adolescent sur deux qui se dit anxieux. Et c'est à cause des jeux vidéo. Et là, il y a Statistique Canada qui a sorti les résultats de l'enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes. Ça veut dire que c'est une longue étude de 1994 à 2016. Oui. Et là, ouvrez bien grand vos oreilles. On n'est pas dans le 12-18, là. On est dans le 2 à 5 ans. Les enfants de 2 à 5 ans sont 14,3 à montrer des signes de troubles émotifs ou d'anxiété. C'est incroyable. C'est plus qu'1 sur 10. Ça va bien à Shop au Canada. Incroyable. Troubles émotifs et troubles anxieux et anxiété. Ça commence à faire pas mal d'enfants qui vont pas bien. Et il y aurait eu une croissance, d'après l'étude Statistique Canada, pas d'après Mayou. Ouais. Il y aurait eu une augmentation importante de 1994 à 2016 d'enfants avec des troubles émotifs, de bébés. Ben, bébés et très jeunes 2 enfants. à 5, là, ouais. 2 à 5 ans. Il y a une psychologue et professeure à l'Université de Sherbrooke et Ouais. présidente de l'Association québécoise pour la santé mentale des nourrissons qui s'est exprimée là-dessus. Oui. Mais permettez-vous que je l'en lise de bons extraits? Ben oui. Puis moi, je lirai les moins bons. Ben vous commenterez. Vous. Donc, on va commenter en même temps. OK? Oui. Alors, elle dit, c'est quand même assez nouveau qu'on se préoccupe de la santé mentale des tout-petits. Avant, on gérait plutôt les symptômes physiques. Les problèmes de santé mentale se manifestent souvent par des symptômes fonctionnels comme la gestion des émotions, les crises, des problèmes de comportement, problèmes de sommeil ou d'alimentation. Et là, elle dit, les parents d'aujourd'hui sont plus à l'écoute des émotions de leurs enfants. Nous, on a plutôt été élevés avec des commentaires comme « Arrête de pleurer pour rien, il faut pas se décourager, pleure pas, c'est pas beau ». On essayait de distraire les enfants quand ils éprouvaient des émotions plutôt que les aider à les comprendre. Les parents d'aujourd'hui sont à la recherche de nouvelles façons de gérer les émotions de leurs enfants. Là, c'est peut-être moi qui ne comprends pas, mais si les parents sont si bons que ça, pourquoi qu'il y a une augmentation, là? Ça marche pas. Alors, madame la psychologue, c'est gouré. Parce que ça, ce bout-là, en tout cas, il est comme pas logique, là. Parents plus à l'écoute, nouvelle façon et augmentation du problème. Madame la psychologue, vos nouveaux moyens, vos nouveaux parents, les parents d'aujourd'hui, font fausse route et vous les induisez en erreur. Brillante psychologue. Depuis quand que des bonnes mesures produisent des moins bons résultats? On juge une mesure par les résultats C'est ça. qu'elle obtient. S'il vous plaît. Là, elle dit, quand un enfant Universitaire. Quand un enfant fait une crise, qu'il frappe ses parents, il envoie un message très clair, « J'ai besoin de toi ». Mais on sait tous comment c'est difficile dans ce temps-là pour le parent. Il faut se demander comment on peut être là et aider nos enfants. Et pourtant, on est en train de demander quelque chose de difficile pour l'enfant, gérer leurs émotions. Elle dit, le truc miracle n'existe pas, mais la première chose à retenir, c'est qu'il faut être calme. On a tous déjà crié à un enfant en crise d'arrêter de hurler, ça ne sert à rien. Mais son bon bout à elle, qu'elle a dit, puis ça, je vais vous entendre, là, les enfants qui développent un lien d'attachement fort peuvent très bien s'en sortir, même s'ils grandissent dans des milieux plus difficiles. Bon, ça, c'est une vérité de la palisse, connue depuis des temps immémoriaux. Bon. Alors, madame la psychologue, ça, c'est pas la conclusion de l'étude.
C'est une vérité, c'est une lapalissade. Bon. Que les enfants qui ont des bons liens, les bons enfants avec des bons parents, s'en tirent mieux que des enfants moins bien dotés avec des mauvais parents. Hein? On est d'accord là? Je pense qu'on ne fera pas un cours universitaire là-dessus. Alors, je t'écoute pour la Et suite. elle dit, comment fait-on pour développer un lien d'attachement solide? Il faut passer des bons moments avec nos enfants. Ça n'a pas besoin d'être à la longueur de journée, juste le fait de passer quelques minutes près de nos enfants, les regarder jouer, les accompagner dans leurs jeux et dans leur exploration, sans leur montrer des choses. Juste ça, c'est suffisant. Bon, je reprends. Il faut passer des bons moments avec nos enfants. La palissade. La palisse en aurait dit autant. Hein? Pas de cours universitaire jusque-là. Maintenant, écoutez bien la phrase suivante. Il faut passer de bons moments avec nos enfants. Ça n'a pas besoin d'être à longueur de journée. Juste le temps, juste le fait de passer quelques minutes près de nos enfants. Juste à les regarder jouer, à les accompagner dans leurs jeux et dans leurs explorations sans leur montrer des choses. Ça marche pas, bisaillon, ton affaire. Ça marche pas. Passer quelques minutes auprès de ton enfant, si tu le regardes jouer et l'accompagnes dans ses jeux, dans ses explorations, ça prend 2 heures. Ton quelques minutes, là, va réfléchir, bisaillon. On va faire une Ta comparaison déclaration bizarre, marche là. pas. C'est une comparaison sûrement très boiteuse. Mais moi, je connais quelqu'un qui vient d'adopter un chien et qui est en train de l'éduquer. Et elle est en train de développer un lien avec son animal. Et c'est pas juste 2 minutes par jour. Puis c'est pas juste de le regarder. Puis là, on parle d'un chien. Je vais juste dire ça de même, là. Renforcement positif avec l'animal, etc. Faire des jeux avec. Bisaillon, la psychologue, spécial, là. la psychologue Bisaillon essaie de justifier, à mon humble avis, fort probablement, des capacités maternelles douteuses. On a une auditrice par texto, elle dit José, ce que la psy veut dire, c'est que nous, les parents contemporains, sommes plus stressés face à l'éducation de nos enfants, mais on ne l'a pas pantoute, entre parenthèses, d'une universitaire aussi. Mesdames, je pense que l'heure est venue de remettre en doute des femmes universitaires qui induisent carrément en erreur d'autres femmes. J'ai un peu peur de la réponse, là, mais un enfant de 2 ans qui est anxieux, on pointe du doigt le parent. Bon, attends, on va y aller. Oh! Bon, on va faire dans la dentelle. Alors, il y a des bébés qui naissent anxieux parce que, avec un taux d'anxiété élevé génétiquement déterminé. La plupart du temps, ils ont un de leurs parents qui a cette propension à faire de l'anxiété assez facilement, à surréagir. Et sinon, s'il n'y en a pas chez un des parents, il y a des proches des 2 côtés qui ont cette caractéristique-là. Autrement dit... C'est de leur faute, mais pas dans le concret. C'est leur génétique, là. C'est bon, ça? il y a des bébés qui sont beaucoup plus anxieux que d'autres, qui appréhendent beaucoup plus facilement. Alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas prédisposés à l'anxiété, mais que leur environnement fait en sorte qu'ils le deviennent anxieux. Exactement. Le premier élément fautif dans l'anxiété acquise chez un bébé qui aurait été normal, c'est le lien maternel trop ténu. Pas assez de temps avec une femme maternelle de qualité. C'est drôle, j'ai pas dit avec sa génitrice. J'ai pas dit avec sa mère. Avec une femme maternelle satisfaisante. Mesdames, vous n'êtes pas obligées d'élever vos rejetons, mais vous êtes obligées, c'est de votre obligation,
individuelle de trouver autour de vous une femme maternante à qui confier votre bébé si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas l'élever. Ça ne sera pas au PQ, là. C'est pas Pauline Marois à faire ça. J'ai fait la demande à Statistique Canada. Oui. Parce que c'est sûr, ça, c'est une étude qui est pan-canadienne. Puis ça m'étonne que vous ne l'ayez pas dit encore, mais ça devrait venir dans l'émission. Là, je vous ouvre la porte. Mais vous avez souvent remis en question notre système de CPE, que c'était un génocide, ce programme-là. Pour les bébés. Pour les bébés. Et là, c'est une étude qui est pan-canadienne. Donc, on n'a pas le Québec isolé là, en chiffres. Et sur le coup, parce que là, j'ai fait la demande ce matin, passé par le monsieur qui s'occupe de répondre aux médias pour des demandes de ce genre-là. Ah oui? Oui, oui. Et là, finalement, il dit, bon, nous ne pouvons répondre dans le délai accordé dû au fait qu'il faut faire la recherche sur quelle est la source des données, possiblement faire une demande spéciale, ce qui demande un certain temps à produire. Bon. Puis là, sur le coup, je dis, merci. Après ça, wow. Non, on va y prendre pareil, les chiffres. Quand bien même que ça serait dans 2 semaines, si on se rend-tu pas compte qu'au Québec, c'est 2 fois plus de bébés anxieux que dans le reste du Canada? Méchant scandale. Mais on va attendre votre commentaire, on n'a pas l'info. Oui. Nous n'avons pas l'info. Chers auditeurs, le Québec est la seule province qui engloutit 1,8 milliard par année dans des services de garde pour bébés et tout-petits. Ça ne sera pas facile aujourd'hui. Nous, on a le taux de faire une émission de ligne ouverte avec des sujets qui ne sont pas faciles. Là. OK? Mais c'est ça notre but. C'est sûr qu'aujourd'hui, moi, mon souhait, ça serait de parler avec des jeunes parents qui ont des jeunes enfants. Mais on pourrait inclure les ados aujourd'hui. Est-ce que vous avez des enfants ou un enfant anxieux? Est-ce que ça vous préoccupe? Savez-vous par quel bord prendre ça? Avez-vous besoin de conseils? Comment expliquez-vous ça qu'à 2 ans, un enfant soit anxieux? Comment expliquez-vous le taux croissant d'enfants avec des troubles, de bébés avec des troubles et de très jeunes enfants avec des troubles émotifs et de l'anxiété? Mais là, il y a des réalités dont la psychologue Bisaillon a essayé de nous éloigner. Faussement. Parce que, tu l'as mentionné, ça se peut pas. Alors, les parents d'aujourd'hui seraient plus à l'écoute, auraient des nouvelles façons de faire. Malheureusement, ce serait un échec. Alors, la psychologue Bisaillon s'est incluse dans le nous. Nous. oui. Nous avons reçu des commentaires, et là, elle a cité différents commentaires. Nous avons été élevés par des parents inférieurs qui obtenaient des meilleurs résultats que les parents supérieurs actuels. Mais j'ai une question aussi. Hein. Oui. On réfléchit, là. Les parents d'aujourd'hui sont-ils eux-mêmes plus anxieux que nos parents dans le temps inférieur, comme elle dit, ou comme ça laisse entendre? Bon, là-dessus, je dois te dire bien humblement que je n'ai aucune donnée qui me permettrait... Est-ce qu'on pourrait s'interroger sur le nombre d'antidépresseurs, sur le nombre de médicaments? Ça aussi, c'est en forte augmentation, à ma connaissance. Fait qu'un parent anxieux va-tu transmettre son anxiété à son enfant? Oui, c'est contagieux. Fait que, tu sais, en partant... Bon. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a plus de mères gelées qu'il y a 40 ans qu'il y a moins ou plus de bonnes mères. Autrement dit, les mères incompétentes il y a 40 ans étaient probablement dans le même ratio, dans le même pourcentage. Mais excepté que maintenant, elles se font geler la bine. OK. Avant, on utilisait des barbituriques et on utilisait beaucoup de Valium. Beaucoup de Valium. OK. L'Ativan,
qui est le frère Germain, qui est le frère jumeau du vieux Valium, qui a été le premier anxiolytique, est le 4e médicament le plus prescrit au Québec. Il faudrait allumer là-dessus, José. Ativan, le 4e médicament le plus prescrit au Québec, mais dans le reste du clan canadien, en 7e position. Ça dit pas quelque chose, ça? Non, il y a des grandes réflexions à y avoir. Ça se paye la traite aux pilules solide au Québec. On va aller à la pause. On continue de réfléchir encore. Il y a des gens qui nous écrivent, d'ailleurs. Appelez-nous. Si vous avez des jeunes enfants, si vous voulez vous exprimer sur la question, c'est pas normal là, que plus d'un enfant sur 10, âgé de 2 à 5 ans, ait des troubles anxieux ou émotifs. Non, on s'en va dans un mur. Ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a tout pas près de d'allure. 15 On va à la pause. On veut vous entendre là-dessus. Oui. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, on parle d'une honte nationale. On parle du fait que 14,3 % des enfants de 2 à 5 ans au Canada ont des signes de troubles émotifs ou d'anxiété. Ça cogne fort. C'est 1,5 sur 10. Ben, En 2016. prenez une classe de maternelle, là. Tu sais, ils sont combien dans une classe de maternelle? Ça, mettons 25, là. Fait qu'il y en a au moins 2, 3, là. C'est incroyable, là. On veut savoir... Et ce qui est incroyable, c'est la hausse depuis que l'étude est débutée. Ça a parti à un demi-enfant sur 10 pour grimper à un enfant et demi de 1994 à 2016. Alors, en 22 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et la grande psychologue Claude Bisaillon de l'Université de Sherbrooke de nous dire que les parents d'aujourd'hui seraient plus à l'écoute que nos parents. José, Ça marche elle a pas. pris ça où? Ça marche pas. Elle a pris ça où que les parents d'aujourd'hui seraient plus à l'écoute de leurs enfants et qu'ils auraient des nouvelles façons de faire. Là, aujourd'hui, on ne sera pas juste dans le jugement. Doc, là, on va essayer d'aider du monde. OK? Le Oui. vivez-vous, là. Puis là, vous êtes à l'écoute, vous voulez bien faire pour vos enfants. Vous avez déjà des signes. Vos enfants essayent de vous frapper, dorment mal, la misère à manger, etc. Des signes là, qui démontrent qu'ils font de l'anxiété et tout ça. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Non-jugement, aide aujourd'hui. On fait ça? Oui. Parfait. Ben oui. On est là pour aider. Puis là, vous ne commencerez pas à chialer après eux autres, là. Non, On non. aide aujourd'hui. Non, non, non. Parfait. Je critique vertement la psychologue universitaire de Sherbrooke parce que j'ai peur qu'elle soit en train de déresponsabiliser des parents irresponsables. C'est ma crainte. Peut-être à tort, José, me diras-tu. Oui. Rassure-moi. Parce que ce que j'ai lu, qui est rapporté dans l'article, n'a aucun maudit bon sens. J'ai été un petit peu déconcentrée, je dois vous l'avouer. OK. excuse-moi. Homme 35, non, Oui. c'est moi qui m'excuse. Non. J'ai perdu un petit peu de Non, concentration. non, c'est correct. Homme 35, ma conjointe a essuyé les fesses de son garçon jusqu'à l'âge de 8 ans. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec ces tics? Question. Monsieur, vous allez nous dire pourquoi elle a cessé de lui essuyer le derrière à 8 ans. On va commencer par là. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, elle a arrêté de lui essuyer les fesses après ses selles à 8 ans? On a dit qu'on était dans l'aide aujourd'hui. Oui. Ben oui, c'est une mesure ça. aidante. Bon, on va partir du facteur qui a amené la mère à dire « Wow, là, j'arrête de lui essuyer les fesses. » On va partir de ça. Ben, d'après Tu- moi, tu à vas me 8 voir ans, aller. le petit gars, il devait être tannin, là. À mon avis. Pas nécessairement. Ah, il aimait peut-être ça. Bon. José, j'ai un petit peu de route dans C'est ce- vous le psychiatre. Moi, je suis l'animatrice. l'analyste, oui. Alors, monsieur de 35 ans, qu'avez-vous observé
comme raison qu'elle aurait cessé de lui essuyer les fesses à 8 ans. On va y aller tranquillement, s'interroger, comme tu dis, de façon bienveillante. Moi, je vais lire Oui, l'universitaire de tantôt qui nous a réécrit, OK? oui. Puis je l'invite à nous téléphoner en passant parce qu'elle dit « Je suis désolée, c'est possible que j'écrive souvent aujourd'hui car ma maîtrise est dans votre sujet. D'autant plus que j'ai 34 ans et 4 enfants. Alors oui, effectivement, les parents n'ont jamais été aussi soucieux de l'éducation de leurs enfants et la société aussi d'ailleurs. Par contre, nous vivons également un grand paradoxe, celui de penser à nous et à notre épanouissement personnel, professionnel, social. Dans les sociétés plus collectivistes, il semble que les mères sont moins anxieuses et les enfants de même. On parle en général, évidemment. Aïe, 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 aïe. Madame, appelez-nous. Appelez-nous. Je suis le sujet de près depuis belle lurette. Bientôt 40 ans. Et dans les sociétés collectivistes, il y a eu des expériences qu'on a appelées, chez les Israéliens, les kibbutz. Oui, oui, oui. Oui. Ah oui! Ben Ah, ça oui. te rappelle de Ben quoi? oui, ça m'allume des petites lumières. Bon, les kibbutz! Sur les fermes collectives en Israël. Qu'est-il arrivé aux kibbutz qui étaient des centres de la petite enfance pour les bébés? Qu'est-il arrivé au kibbutz? Comment se fait-il que nous n'entendons plus parler des kibbutz, de ces expériences collectives? Madame, allez lire. Vous avez 4 enfants? Non, mais on va le remercier de s'intéresser au sujet. Oui. Là, puis, Oui, oui, oui. Mais on réfléchit tout le monde ensemble. Mais moi, je trouve qu'il y a du vrai quand même dans ce qu'elle dit. Puis ça, depuis le début, moi, je vais la défendre parce que depuis à part pour le collectiviste, là, mais c'est vrai que si on se compare, parce qu'il faut se comparer. Avant ça, les enfants n'étaient pas anxieux, puis là, ils le sont. Fait qu'il faut se comparer avec dans le temps. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre épanouissement personnel est donc important. Puis, tu sais, on se lève le matin. Moi, c'est ça que j'arrête pas de penser. Le petit gars ou la petite fille de 2 ans, 5 ans. C'est quoi, là, sa vie? La mère se dépêche le matin à se lever, à se préparer, à se maquiller, à faire manger, faire les lunchs, elle se dépêche, elle rentre dans l'auto, elle s'en va au travail, elle est stressée, elle revient, va rechercher l'enfant en garderie, elle revient à la maison, fait souper, prépare le tout. Puis pendant ce temps-là, l'enfant est devant la TV. Puis pendant ce temps-là, la mère, elle s'occupe pas du petit parce qu'elle a trop d'affaires à faire. Puis là, après ça, c'est le temps de coucher le bébé, puis il s'endort pas. Bon. Fait que je me dis, puis là, j'ai oublié que pendant ce temps-là, la mère, elle a des cours de yoga, puis elle a des cours de ci pour s'épanouir aussi, là. Puis elle va sur les sites comme Mère indigne là, pour se déculpabiliser. Fait que, tu sais, un moment, là, je sais, je suis dans le gros jugement. Mais à un moment donné, il faut prendre notre part de responsabilité. Ça se peut-tu qu'il y a une période d'épanouissement personnel qu'on devrait attendre après 5 ans? Tu sais, je sais pas. On peut-tu se concentrer sur l'enfant, tout d'abord, puis après ça, penser à notre épanouissement personnel? La mère que tu viens de décrire n'est pas en train de s'épanouir. Elle est énervée et énervante. Et elle existe. Bien, moi, je pense qu'elle existe beaucoup. Elle est tout sauf en train de s'épanouir. Elle s'étourdit. Mm-hmm. Comme une poule auquel on a coupé le cou. Fait que ça aide pas l'enfant, ça. Alors, l'individualisation est un processus extraordinaire qui n'est pas l'apanage de beaucoup. Est-ce que tu savais que c'est très difficile de s'individualiser et que la plupart n'y arrivent pas? On va aller à la pause, il est déjà 9h58. Au retour, nous allons parler avec Jean qui est en ligne. Oui. Continuer. Moi, je trouve ça intéressant de réfléchir ensemble aussi. Oui, là. ben oui. Et ce n'est que le début, chers auditeurs, parce que s'il fallait que José découvre que le problème des troubles émotifs et l'anxiété chez les bébés et les tout-petits est pire au Québec qu'ailleurs dans le Canada, Ça serait vraiment gênant, là. On n'aura pas le choix de faire de quoi là-dessus, là. Mais en attendant, on peut ça pas. pourrait signifier la fin des CPE. On va à la 1,8 pause. milliard. Il y a quelqu'un qui dit que c'est même plus que ça. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire que c'est 2,3. Ça se peut-tu? Oh, j'adore! cas. J'adore! J'adore être en dessous. Oui, oui, oui. Sentez-vous bien à l'aise? On va à la pause. Comment expliquez-vous que les jeunes de 2 à 5 ans qui en aient un peu plus de 1,4 sur 10, là, qui soient anxieux? Et vous, chez vous, comment ça se passe avec vos jeunes enfants?
Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Une belle étude, une enquête longitudinale nationale est sortie concernant les enfants, les jeunes et concernant l'anxiété. Et on apprend que les enfants de 2 à 5 ans sont 14,3 % à montrer des signes de troubles émotifs ou d'anxiété. Est-ce que c'est le cas chez vous? On va parler avec Brian de Magog. Bonjour, Brian. Oui, bonjour. Brian. Oui. On vous écoute. Moi, dans le fond, j'ai 21 ans. J'ai 2 jeunes enfants de 19 puis 8 mois. Oui. Puis le plus vieux, il présente des signes d'anxiété quand je suis pas à la maison. Oui. Je travaille sur la route. Mm. Puis aussitôt que je suis pas là, c'est des crises une après l'autre. Ils mangent pas, ils dorment pas. Oui. Puis quand j'appelle à la maison, on fait comme un appel FaceTime. Puis tout de suite après, il mange, puis il va se coucher, puis tout est correct. Bon. Et quel âge a-t-il? 18 mois. 18 mois. Oui, il va avoir 2 ans cet été. Wow. Qu'est-ce qui se passe d'après vous, Brian? Je sais que ma conjointe est très anxieuse de nature. Bon. Mais je sais pas plus que ça, pour être bien franc avec vous, là. Alors, est-ce que le problème, à première vue, est-ce qu'il est parce que votre... c'est un petit garçon, une petite fille? J'ai 2 garçons. OK. Alors, le petit 18 mois, est-ce que le problème est qu'il est trop attaché à vous ou qu'il ne serait pas assez suffisamment attaché à sa mère? Je pense qu'il est beaucoup attaché à moi. Mais comme je vous dis, le jour, je suis pas là. Mais ça fait de quoi à réfléchir. Oui. Et ça vous fait quoi réfléchir, c'est-à-dire, expliquez-vous. Ben, parce que je pense que j'ai un bon lien avec lui. Quand je suis là, j'essaye, c'est sûr que c'est pas toujours facile, je fais des grosses semaines. Quand je suis là, j'essaie de faire de mon mieux pour lui donner de mon temps, puis donner de mon temps à ma conjointe, à lui, à l'autre, puis les tâches ménagères, c'est de faire un gros mélange de tout ça. Puis, je sais que ma conjointe aussi, elle trouve ça quand même épuisant. Elle trouve ça difficile d'être... pas toujours d'être avec eux, mais d'être seul à la maison, dans le fond. Ouais. Comment vous trouvez le lien de votre enfant de 18 mois avec la mère? Parlez-nous de ce lien-là qui les unit. Ben, je pense qu'il est quand même bien parce que j'ai un bon lien avec lui, mais aussitôt qu'il a besoin de se faire réconforter, c'est pour moi qu'il faut voir, c'est sa mère. Il se fait mal, il s'ennuie plus d'elle que de moi. Mettons, on le fait garder par mes grands-parents, on part une journée. Il va toujours voir sa mère en premier, avant moi. Mm-hmm. Puis ça, je vous écoute quand même beaucoup. Puis ça me rassure dans un certain sens. Oui. Parce que c'est important qu'il développe un lien maternel plus avec la mère qu'avec le père. Là. C'est pas... Oui, Brian, le point est là. C'est que ça fait 3 fois au moins que vous mentionnez que vous avez un bon lien avec le bébé. C'est pas vous qui êtes important pour l'enfant. L'enfant réclame du maternage. À défaut de trouver un maternage satisfaisant, il s'adresse à vous. Comment pourrait-on faire en sorte que son désir de maternage soit davantage, et son besoin de maternage soit davantage satisfait par sa mère que par vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Avez-vous idée? Pas vraiment, parce que je suis dans la situation, mais... Oui. C'est sûr, pas une mère substitut, mais une figure maternante qui pourrait... une figure maternante adjacente. Oh! Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ça pourrait être une avenue intéressante.
de, de trouver une figure maternelle qui pourrait être autre. Mais Ou, Brian, votre conjointe, elle a une mère? Oui. Comment est-elle avec sa fille, qui est votre conjointe? C'est deux meilleurs amis. Puis cela se voit moins parce que les contacts est plus loin, mais le lien est excellent. Comment vous pouvez prétendre que le lien de votre conjointe est excellent avec sa mère et qu'elle n'arrive pas à créer un lien sécurisant avec votre fils de 18 mois? Expliquez-nous ça. Ou à réfléchir? Oui, je pense que ça va être à réfléchir parce que je serais pas capable de vous l'expliquer. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche, Brian. Les deux meilleurs amis, là, j'aime pas tellement ça. Il se pourrait qu'il y ait un problème majeur, bien camouflé, bien déguisé. Les deux meilleurs amis, et la mère est épuisée, elle trouve ça difficile d'être seule à la maison. Ouh, et là, vous parlez d'une figure maternelle adjacente qui n'est pas dans le décor, qui n'est pas opérante actuellement. Bonne chance, Brian. Merci beaucoup, On Brian. va gratter tranquillement. Merci de nous avoir appelés. Merci. C'est constructif. Les êtres humains ne sont pas toujours ce qu'ils ont l'air d'être. Il y aurait des mensonges à soi-même. Et à l'autre. On va aller parler avec Jean. Bonjour. Bon matin, ça va bien? Jean. On vous écoute. Doc Mayou, je suis obligé de vous dire que je suis pas mal d'accord avec vous ce matin. Je sais, José, que tu veux donner l'angle à l'émission d'être dans l'aide et pas dans le jugement, mais si vous le permettez, je veux rester un peu dans le jugement, non pas des individus comme tels, qui sont les pères, les mères, mais dans leurs actions, ou je voudrais peut-être plus leurs inactions. Je passe mon temps à dire aux gens je suis conférencier en développement personnel, qui ont baissé leur culotte pour les faire, mais patins, ils ne remettent pas pour en prendre la responsabilité. Puis je pense que là-dessus, on se rejoint, Doc Mayou et moi. Je donne une conférence dans laquelle je dis aux gens, levez la main sur les dessus pour qui vos enfants sont ce que vous avez de plus important dans votre vie. Il n'y a pas de main qui n'est pas levée. Là. Tout le monde lève la main. Et je leur dis, laissez la main levée, celles et ceux pour qui vos enfants sont ce que vous avez de plus important dans votre vie. Et surprenamment, il y a des hommes qui baissent la main, mais il n'y a pas de main de femme qui se descend. Et là, je leur sors ma fameuse statistique, que je ne sais pas, Doc Mayou, si vous avez déjà vu cette statistique-là, de l'American Parental Association, qui dit que le parent moyen passe 3,5 minutes par semaine à avoir des conversations significatives avec leurs enfants. Ça, c'est pas d'être devant ton cellulaire puis de faire ta recette de spaghettis puis de dire à ton enfant, c'est beau, qu'est-ce que tu as fait comme dessin, puis rajoute un peu de rouge, papa puis maman s'en vient. On parle plus avec nos enfants. Jean, répétez-nous ça. Alors, il y aurait, aux États-Unis, on aurait découvert que le parent moyen passe 3,5 minutes par semaine à avoir une discussion intelligente avec son enfant. Exactement. Ben, une conversation, ils appellent ça significative. Jean, c'est quasiment dur à croire. Ben, je sais, José, mais je l'ai vérifié. Puis, J'en doute pas, là, mais c'est que... écoute, on passe 30 heures devant notre TV à regarder les autres vivre, 25 heures à converser avec des gens qu'on ne connaît pas sur des réseaux sociaux. Puis la personne qui est la plus importante dans notre vie, on passe juste 3,5 minutes à avoir une conversation significative. Encore là, une conversation significative, c'est pas juste de regarder du coin de l'œil le dessin qui est en train de faire puis de dire c'est bien beau, rajoute du rouge, papa va finir son courriel ou maman va finir sa recette. On parle plus avec nos enfants. Le problème, puis c'est pas juste au niveau de Jean, qu'est-ce que vous venez de dire là? On ne parle plus ou on n'a jamais parlé plus que ça? Ouais. Oubliez pas les 6 bouteilles de bière du bonhomme devant la télé. Dans le temps, ouais. Le gros pétard de cannabis maintenant qui s'ajoute à la... Puis les amphétamines de madame? Puis la poudre? Je pense, Doc Mayou et José, que justement, tu sais, José, tu parlais... OK, dans quelle relation d'aide qu'on peut être pour les parents qui nous écoutent?
tabarcelac, soyez attentifs à vos enfants, soyez impliqués dans leur vie. Puis quand je dis d'être en communication avec eux, écoutez-les peut-être un peu plus que vous jacassez. On n'a plus ce lien-là, on se débarrasse de ça en mettant la responsabilité sur les éducateurs, les enseignants, en mettant la responsabilité sur une petite pilule, puis on s'y arrête plus. Patins, vous les avez faites, c'est votre responsabilité. Jean, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci de l'intervention. Merci. Au revoir. Bye. Intéressant. Et Claude Bisaillon, éminente psychologue de l'Université de Sherbrooke, nous a essayé de nous vendre la salade tout à l'heure que les parents d'aujourd'hui étaient plus à l'écoute. Jean, qui donne des conférences, nous sort une statistique américaine nous apprenant, semble-t-il, que le parent moyen américain passerait 3,5 minutes par semaine, pas par jour, par semaine, dans un échange significatif avec son gamin. Je le crois qu'il a fait les recherches, là, mais si c'est vrai, c'est scandaleux! Et dire que ce pauvre Mayou, ce pauvre fou, a déjà affirmé, jadis naguère, que le Québec haïssait les enfants. On va aller à la pause là-dessus. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle d'anxiété, non pas juste chez les jeunes ados, là. On parle d'anxiété chez les enfants de 2 à 5 ans. 14,3 montrent des signes de troubles émotifs ou d'anxiété. Bonjour, femme de 25 ans, mère de 2 fillettes de 18 mois et 3 ans. Ma grande de 3 ans est très anxieuse. Elle a été à la garderie de 1 an à 2 ans. Ma plus jeune de 18 mois n'a jamais été à la garderie et n'est pas du tout anxieuse. Un hasard, je suis maintenant à la maison avec les deux et son anxiété a diminué. Madame, se pourrait-il que vous touchiez à une partie de la recette qui est de raffermir le lien mère-fille? Elle n'a que 3 ans. Ce sont 2 bébés. Le lien maternel est capital. Et contrairement à ce qu'on a entendu plus tôt dans l'émission de la part d'une spécialiste de l'Université de Sherbrooke, le temps, ce ne sont pas quelques minutes par jour. Ce ne sont pas quelques minutes par semaine et pas plus quelques minutes par jour. C'est des heures. Bon. Maintenant, dépendamment de l'âge, lorsque vous aurez suffisamment fourni à votre fille de 3 ans un cadre sécuritaire et qu'elle s'y sentira bien, bien à ce moment-là, vous pourrez vaquer à des occupations personnelles. Alors, le fait, c'est bien important de le répéter, le fait d'élever des enfants n'est pas une entrave à l'épanouissement personnel. Non, 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 non. Il arrive à l'occasion qu'il faille faire preuve d'un peu d'imagination. Exemple, des garderies en milieu de travail. Exemple, des horaires flexibles. Mais c'est compliqué, ça. José, c'est de la grosse gestion. Je te le dis que c'est compliqué. Doc, juste avant de retourner au téléphone, là, parce que je veux le lire celui-là rapidement. Femme, 25 ans, Oui. mère de 2 enfants, 5 ans et 6 mois. Oui. La poule pas de tête, c'est moi. J'apprends beaucoup en vous écoutant. Êtes-vous conscient que vos paroles sont à l'encontre de ce que la société véhicule? Tous les parents se déculpabilisent entre eux de nos jours concernant les problèmes de leurs enfants. Je suis étudiante au doctorat en psychologie et vous m'éveillez l'esprit à me poser plus de questions concernant ce que l'on nous apprend sur les bancs d'école. Exemple concernant les 2 parents qui sont équivalents dans le développement, etc. C'est beau compliment, ça. Alors, beaucoup prétendent que les 2 parents pourraient jouer un rôle interchangeable auprès des bébés. Aïe aïe. Aïe aïe. On va aller aider Cindy. Bonjour. Oui, bonjour. Cindy. Oui, bon, moi, je suis maman, j'ai 34 ans, maman de une petite fille de 3 ans, un garçon de 5 ans et une grande de 7 ans. Et c'est ma grande de 7 ans qui, depuis qu'elle est petite, que je la sens très anxieuse. En fait, j'ai eu plusieurs démonstrations là, d'agressivité. Tout d'abord, ça a commencé quand elle était plus petite, les troubles de sommeil. Elle dormait
Je pense qu'elle a fait ses nuits, elle avait 5 ans, là. Pour dire de quoi, elle se réveillait peut-être 2 à 3 fois par nuit. Mettons, si j'étais chanceuse, je pouvais sauter une nuit, là, mais c'était rare, là. Oui. Puis après ça, là, c'est l'agressivité qui s'est démontrée, qui s'est déroulée. Là, dernièrement, justement, là, elle était dans l'escalier avec sa petite sœur. Puis la chicane a pogné, mais elle était assise sur la 16e marche dans le haut. Elle a poussé sa petite sœur, mais là, la petite, elle a fait la roue par en arrière, vous comprenez? Fait que là, ça s'en vient de plus en plus agressif. Puis, tu sais, après ça, elle était vraiment pas bien, puis elle m'en parle clairement. Elle le verbalise très bien. Là, elle dit, j'ai un petit volcan dans moi que je suis pas capable de contrôler. On consulte une psychologue présentement avec elle. Je parle beaucoup avec elle aussi. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Moi, j'étais anxieuse, je le suis encore, là, en fait, plus jeune. Mais ça n'avait jamais été diagnostiqué. J'avais jamais eu de... J'avais de la misère à dormir, mais c'était plus, va te coucher, là, puis pense à autre chose, tu vas t'endormir. Fait que c'était ça mon diagnostic. Fait que, mais là, présentement, là, c'est ça, là, on a fini par trouver que M. Patate, le petit volcan dans d'elle, ou la boule d'anxiété, si on peut dire, elle l'a appelé comme ça, M. Patate. Fait que là, des fois, quand que, soit elle a des mots de tête ou des mots de ventre, on vérifie si c'est M. Patate qui parle, ou non, vraiment, c'est un vrai mal, un vrai mot, là. Mais fait que ça l'a aidé, mais pour aller à l'école, la même chose. Oui, Cindy, deux choses. Pourquoi M. Patate et non pas Mme Patate? Parce que c'est elle qui l'a appelé comme ça. C'est ça, je ne sais pas, il faudrait lui demander à elle. Bon, ce serait intéressant. Deuxièmement, vous étiez anxieuse lorsque vous étiez jeune. Oui, je le suis encore, là, oui. Étiez-vous violente? Non. Je vais vous laisser sur cette note où, présumément, votre fillette, c'est pas une grande, hein? Elle ne doit pas être grande physiquement. Votre fillette de 7 ans est capable de grande violence. Oui, ça, la violence, par contre, je n'étais pas jeune. Mais en vieillissant, quand j'ai eu mes enfants, là, présentement, je prends un antidépresseur parce que ça faisait 15 ans que je me battais contre une dépression que je voulais pas admettre. Puis, à un moment donné, avec mes enfants, j'étais tellement épuisée, puis je me pose la faute là-dessus parce que je m'en veux, mais tu sais, j'étais à bout de nerfs, puis tu sais, c'est arrivé des fois que je l'ai accoté dans son lit, puis là, j'ai mis ma main sur sa bouche, puis là, arrête de crier, là, j'en peux plus, là. Mais c'est la seule violence que je pouvais avoir, mettons, là. Il y a des éléments. Est-ce que la psychologue est au courant? Avez-vous confié ça? Oui, ça, j'en ai parlé. Je vous suggérerais d'être prudente, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça vous tente-tu de perdre vos enfants? Non, pas du tout. Soyez prudent avec les intervenantes parce que elles peuvent porter plainte à la DPJ et on peut vous retirer vos enfants. OK. On va demeurer prudent. Et l'anxiété de votre fillette de 7 ans m'interpelle moins que la violence dont elle est capable. Vous auriez avantage à la surveiller pour quelques années. Non seulement lui parler, mais la surveiller. Ayez-la à l'œil. D'accord? OK. Parce que même si, comme son frère et sa soeur, je veux dire, ils vont en avoir des explosions, mais c'est jamais comme ça. Fait que là, il faut que je surveille plus. Est-ce que vous pouvez me donner plus? Vous allez l'avoir à l'œil et je regrette, elle n'est plus la grande de 7 ans. Elle est une très petite de 7 ans. OK. On se comprend? Oui. Merci, Cindy. Bye. Merci beaucoup. On va aller à la pause là-dessus. On aurait Frédéric de Repentigny qui est en ligne pour nous parler. Vous pouvez aussi réserver votre circuit téléphonique. Est-ce que vous en avez des jeunes à la maison qui sont anxieux? Est-ce que vous avez envie de nous en parler? De 2 à 5 ans, 14,3 % d'entre eux montrent des signes de troubles émotifs ou d'anxiété au Canada. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle d'anxiété chez les jeunes aujourd'hui. On va parler avec Frédéric de Repentigny. Bonjour. Allô, Frédéric? Attends, Benjamin, on va parler avec Frédéric, s'il vous plaît. Ça sera pas long. Bonjour, Frédéric.
Oui, bonjour. Oui. Oui, on vous écoute. Bon, moi, j'ai rencontré ma copine, son enfant avait 9 ans. Et puis, à l'âge de 9 ans, elle lui coupait encore sa viande. Ça a duré jusqu'à l'âge de 11 ans. Il rejoignait sa mère dans le lit encore jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est un enfant qui a tous les soirs et tous les matins, c'est un combat infernal avec sa mère pour aller l'envoyer dormir, pour l'envoyer à l'école. Il faut qu'elle calcule au moins 1h30 à 2 heures avant que l'enfant soit dans son lit d'obstination. C'est un enfant qui est très nerveux, qui a beaucoup de misère avec ce qu'on lui refuse, mais c'est un enfant qui est super protégé. Et moi, j'ai une question à vous poser. Je me suis toujours posé la question parce que c'est un enfant de parents séparés et l'horaire de son père, malheureusement, c'est un petit peu rock'n'roll. Celui ne sait jamais quand il va aller chez son père d'avance. Et il passe 14 jours par mois chez son père, mais c'est jamais pareil. Un mois, ça peut être 4 jours là. Après ça peut être une semaine. C'est pas comme une fin de semaine sur 2 ici qu'il va aller voir son père. C'est un petit peu rock'n'roll. Est-ce que ça pourrait venir de ça? Non, regardez, Frédéric, qu'est-ce qui se passe entre votre copine et son fils? Pensez-vous qu'il s'en va se coucher dans le lit de sa mère à 11 ans parce que son père a des horaires irréguliers? Pensez-vous vraiment ça, cher Frédéric? Non, moi, c'était pour l'anxiété. Tu sais, je disais, il est peut-être anxieux parce qu'il ne sait pas qui va être là. L'aller dans le lit de sa mère, je vais vous dire, c'est de la surprotection. Ah, ouais. Ben, moi, je vous dirais que c'est de la séduction. Et que c'est de l'inceste psychologique. OK. C'est de la séduction qui vient de qui? De l'enfant ou de la mère? Ben, ça vient de l'enfant, évidemment. C'est l'enfant qui séduit le parent du sexe opposé. Doc. Frédéric, je vous taquine affectueusement. Non, écoutez, nous autres, ça a été 2 ans avant qu'elle commence à m'écouter pour qu'elle cesse ça, qu'elle fasse couper sa viande, puis tout. Ben, j'ai dit, t'as pas fini, ma chère. Frédéric, elle a quel âge, votre copine? 51 ans. Attends aujourd'hui, l'enfant a 13 ans. Oh boy, elle l'a eu sur le tard? Oui, elle en a 2. Un d'un premier, un d'un deuxième. OK. Et vous avez quel âge, Frédéric? Moi, j'ai 52. On a 1 an de différence. Et Frédéric, cette femme-là doit avoir des qualités exceptionnelles. Oui, elle en a. Oui. À part d'être mère protectrice, elle en a beaucoup. Et là, je ne suis pas sarcastique. Qu'est-ce que cette femme-là a qui vous attire tant? Elle a beaucoup de belles qualités. C'est une femme qui est très organisée dans ses choses, qui est autonome, qui a travaillé fort dans sa vie pour ce qui est arrivé. Puis on s'entend sur beaucoup d'autres points. Là, Frédéric, dorénavant, vous allez être prudent dans votre analyse de votre partenaire. Alors, comment expliquer qu'une femme autonome coupe la viande de son fils à 9 ans? Bonne question. Bon, avec Mayou, vous n'avez pas souvent des réponses, mais vous avez beaucoup de bonnes questions. Non, c'est une bonne question, mais moi, je parle de l'autonomie parce que c'est une femme qui a sa maison. Non, regardez, Frédéric, cher Frédéric, elle n'est pas autonome. Elle n'est pas autonome, alors elle cultive la dépendance de son fils en y coupant sa viande, en l'invitant dans le lit. Elle n'est pas autonome. Elle n'est pas capable de demeurer dans son lit seule. Elle n'a aucune idée de ce qu'est l'autonomie. Bien, ça, je suis d'accord avec vous un peu parce que c'est une personne qui a de la misère à faire beaucoup des choses seule. Bon, on y arrive. Elle n'est pas autonome, elle a de l'argent. C'est pas pareil. Non, pas du tout. Physiquement, est-ce qu'elle est belle? C'est une très jolie femme. Elle est bien conservée? Très bien. Vous savez pourquoi? Elle n'a pas 78 ans, là, 51. Là. Oui, mais vous savez pourquoi j'amène cet élément-là? Parce que je n'ai jamais vu, à date dans ma pratique, un enfant de 9, 10, 11 ans chercher le lit de sa mère lorsqu'elle est obèse. Je n'ai pas vu encore. Je ne dis pas que ça n'existe pas.
OK. Vous me faites rire. Ah, je croyais être sérieux. Oui, mais c'est sérieux. Je vous écoute. Mais faut mettre un petit peu de joie dans le sérieux des fois. Oui. Ben, Merci. écoutez, c'est très bon. Vous avez des bonnes questions. Bye, Frédéric. Bye, Frédéric. Merci. On remet... Il est important de ne pas se mentir à soi. Là, vous êtes en train de dire que les mères qui ont un gros surplus de poids, qu'eux autres, les enfants, vont pas se coucher dans leur... J'en ai pas vu encore dans ma pratique. Et à chaque fois que je suis dans des cas de garçons de 9, 10, 11 ans qui dorment dans le lit de leur mère, la mère est inhabituellement belle. C'est ce que j'ai observé dans ma pratique à date. Puis quand je te dis belle, là, des pétards. Hey, les petits gars sont pas tous imbéciles, là. Oui. J'attends des textos pour pouvoir me confirmer ça. Et je demande régulièrement des photos. Au 25226, confirmez-moi. Je vais vous lire un texto qui est revenu 3 fois. Oui. La personne n'est pas contente. Le père sert à partir de quel âge à part payer les comptes? Il n'a pas aimé quand vous avez dit que le père et la mère n'étaient pas interchangeables. Bon, premièrement, votre ego est insuffisamment développé, cher ami. Votre moi n'est pas hypertrophié, il est hypotrophié. 1. Deuxièmement, l'orgueil ne vous mènera nulle part. Sachez vous évaluer à votre juste mesure. Et lorsque vous aurez amélioré votre connaissance de vous-même, vous pourrez vous consacrer à l'ouverture à l'autre. On va aller à la pause. On a ici texto. Mon ex est très, très belle. Et mon fils dort toujours avec. Il a 6 ans. On a un autre texto. Non, une de mes amies est très grassette et a endormi ses enfants dans son lit pendant des années. Et les 3 en plus. Fille ou garçon? Bonne question. Le fils de mon chum a 14 ans et il dort avec sa mère. Elle est belle. 14 ans? Je n'en doute même pas. 14 ans? Oui, c'est de plus en plus populaire, hein? 11, 12, 13. Oui, et 14 ans? José, Oui, ils sont au secondaire. José, 11, 12, 13, jeune fille, début d'adolescente, dorment avec papa. On les laissera pas tomber. Femme 37. Mon fils de 8 ans et demi commence à venir me rejoindre dans mon lit tous les matins depuis peu. J'ai donc commencé à me lever avant lui cette semaine. Oui, je parais très bien. Continuez donc de nous texter. Ça m'intéresse. C'est un sujet qu'on n'aborde pas jamais, ça non plus, là. José, je le comprends pas des fois. Le maudit maillot, il est tourné vers le sexe. Je te le dis. C'est vrai, ça. Pas besoin de me convaincre, on le sait tout. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Bon, là, on a dévié une petite affaire, mais c'est pas tant une déviation. Il y a peut-être un lien que Doc Mayou va nous expliquer, parce que vous avez dit que dans toute votre carrière, quand vous saviez qu'un garçon ou ado allait dormir avec sa mère, c'est parce qu'elle était belle. Un Oui. pétard même, que vous avez dit. Dans la Puis plupart que des vous cas. n'avez jamais vu ça avec une femme obèse, le petit garçon qui va se coller dessus pour aller se coucher. Fait que là, Je dis pas que ça n'existe pas. non, on en a un, là. Je vais le lire tout de suite. Lui, il dit, je vais être votre premier cas. Ma mère a été surprotectrice, une gâcheuse de vie, comme vous le dites si bien. Elle était obèse et je m'agglutinais contre elle et ça me réconfortait, et ce, jusqu'à 11 ans, dans son lit. Je suis un homme aux femmes qui adore pourtant les femmes minces. Bon, mais ça, c'est pas mal dans les seuls. Mais on a comme... Il y en a une... Attendez, m'essayer de le trouver, là. Elle parle de sa sœur. Et sa sœur, elle prend même sa douche avec son fils. Elle dit que ça l'a tout le temps rendu mal à l'aise jusqu'à l'âge de 11 ans.
Et évidemment, il dormait avec elle aussi. Oui. Ça va. Souvent, ça va ensemble, ça. La douche et puis... c'est épouvantable. Mon meilleur ami, à 45 ans, il dort toujours avec sa mère lorsqu'il est en visite chez elle. Quoi, il n'y a pas de lit? Il n'y a pas de divan? Je te dis, il y a des attitudes dans la nation canadienne-française qui sont à re-questionner. Oui. Hey, là. Oui, José. Une question. Je fais quoi si je sais que mon ex dort dans le même lit que ma fille de 15 ans? Ouais. Lui dit que c'est faux, tout comme le fait qu'il a pris son bain avec jusqu'à 9-10 ans. Encore là, il disait mettre un maillot. Je n'ai jamais resté avec lui, c'est un contrôlant. Et lui, il est parfait. Sauf moi. Alors, cette situation-là n'est pas rare. J'entends ça régulièrement dans ma pratique. Alors, l'inceste psychologique père-fille est fréquent au Québec. J'ignore le pourcentage. Je l'entends régulièrement. Et il y a des femmes qui regrettent amèrement d'avoir conçu des filles avec un homme qui flirte, achète les sous-vêtements, prend sa douche, dort dans le même lit. Ah, vous allez me dire, il n'y a pas de copulation. Non, il n'y a pas de relation sexuelle complète. Elle est rendue à 15 ans. T'es en train de me marquer. Imaginez l'évolution de l'intériorité de cette adolescente-là qui dort le soir lorsqu'elle visite son père dans le même lit. Je viens de finir d'écrire notre prochain sujet que vous venez de m'inspirer. La blonde à mon chum dort dans le même lit que son fils de 11 ans. Quand Oui. il est en dehors de la ville, il m'a dit qu'elle prend sa douche avec lui en plus. Et oui, Doc, sa blonde est très belle. Ben oui, il y a un attrait sexuel. Il y a attrait sexuel. Le garçon ne couche pas avec sa mère de 11 ans si celle-ci ne sent pas bon, n'est pas belle comme un cœur. Un ami à moi se lave et dort avec sa fille de 11-12 ans. Oui. C'est un après l'autre, là. Ça défile. Ah, c'est Mayou qui est tordu. Imaginez, Mayou est tordu ou Mayou est capable de vous dire ce qui se passe? Trop souvent, malheureusement. Pas tout le monde. Hey, sérieux, c'est inquiétant. Là, ça rentre un après l'autre, là. C'est inquiétant. Oui, ça l'est, José. Donc, des jeunes, là, qui ont à vivre ça, là, ça peut-tu les rendre anxieux? Si on veut revenir dans notre sujet, oui, là? définitivement. Très insécurisant. Parce que c'est un poids qu'il n'aurait pas dû avoir à porter. Le poids de l'attrait sexuel du parent de sexe opposé. Il n'y a pas un jeune qui a besoin de ça. Mais là, tous les parents vont dire, ben non, c'est elle qui veut ça. C'est elle qui veut dormir avec moi. Ben oui, qui l'a entraîné? Espèce de... Qui a entraîné l'enfant? Qui a entraîné l'enfant dans la douche? Qui a entraîné l'enfant dans le lit? Qui a été incapable de dire non lorsque l'enfant de sexe opposé se levait la nuit pour venir chercher de la chaleur parentale qu'il n'avait pas reçue durant le jour? Il y en a qui le prennent mal. Hein? On a ici Oui. Avis au doc qui parle souvent de mépris. Je trouve assez désagréable son association directe entre la beauté et le poids. Sans être obèse morbide, d'une femme ronde ou avec des formes qu'on ne décrirait pas de minces peuvent être très belles et désirables. Je trouve que vous êtes méprisant. Mais madame, je comprends... C'est un jeune homme de 24 ans, semblerait-il. C'est un jeune homme. Bon, monsieur, madame, je comprends votre point. Je vous ai dit, je vous ai fait part de mon expérience empirique. Peut-être suis-je dans le champ. Je vous dis pas qu'il n'y a pas un pourcentage d'hommes qui aiment les rondes. C'est pas ça que je dis. Que dans ma pratique, les petits garçons, 10, 11, 12 ans, qui passent du temps dans le lit avec leur mère, photo à l'appui dans bien des cas, la mère est au-dessus de la moyenne en termes de beauté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chialez-moi après, mais la réalité, c'est ça. Pour revenir à comment expliquez-vous que des jeunes de 2 à 5 ans soient anxieux,
On a un auditeur et dit, moi, je crois que le problème, c'est que nous avons des parents à temps partiel aujourd'hui. Ouais. Les enfants sont dompés en garderie au plus vite. Une fois plus vieux, sont enrôlés dans toutes sortes d'activités pour les occuper. Ces parents les voient 1 à 3 heures par jour. Ils n'ont même pas le temps de nourrir leurs enfants le matin. Tout est confié à la société, garderie, école. Bref, avoir des enfants est une autre étape de vie logique, mais les gens ne prennent pas le temps d'élever ces derniers. J'ai des enseignants dans ma famille et c'est incroyable comment beaucoup de parents évitent de venir chercher leurs enfants avant la toute dernière minute de l'école. Ça, si on part là-dessus, d'après moi, on en a pour un bout. Oui. Ouais. Alors, chers auditeurs, vous nous faites part de signes objectifs de parentalité douteuse. Plutôt bien dit. Non, mais c'est ça. Malheureusement, là, Oui. je vous le dis, les auditeurs, je ne veux pas être redondante, mais ça n'arrête pas, là. C'est un déferlement? Oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais. T'as ça devant les yeux? José, je veux bien qu'on m'engueule. Maintenant, on ne pourra pas nier les témoignages des individus qui se confient à toi par texto. Alors, chiolez après moi tant que vous voulez, mais écoutez les textos qui sont lus. Ça vient pas de moi, Pour là. revenir à l'anxiété par texto. Oui. J'ai beaucoup d'universitaires, travailleuses sociales, psychoéducatrices dans ma famille et dans mon entourage, et je constate que c'est leurs enfants qui ont le plus souvent des problèmes d'anxiété et de comportement. Et je remarque également qu'elles ont tendance à toujours intervenir, mais sur un ton monotone. Je suis plus une enfant, mais leur ton est agressant malgré qu'elles semblent calmes. On dirait qu'elles jettent de l'huile sur le feu plus qu'autre chose. Cuba, les travailleuses sociales et les psychoéducatrices ne sont pas tous comme l'intervenant. C'est un homme ou une femme qui nous écrit? On ne connaît pas le genre. Bon, les travailleuses sociales et les psychoéducatrices ne sont pas toutes de cette mouture, mais il se pourrait que si nous faisions une étude sur les enfants des travailleuses sociales et des psychoéducatrices, que notre intervenant ait raison. On a ici Femme 29. Oui. Je suis déménagée de l'Alberta vers le Québec l'année dernière et j'ai dû mettre ma petite de moins de 2 ans en garderie pour 4 jours semaine car je n'avais juste pas le choix financièrement. Oui. J'étais stressée, je n'avais plus de temps pour elle, je me sentais comme une mauvaise mère. Nous avons repris notre ménage et nous sommes repartis illico en Alberta. Ma fille a maintenant 2 ans et demi, va à la garderie 2 jours semaine et étant donné que je suis enceinte dans 2 mois, c'est terminé la garderie pour elle. Témoignage. On ne peut pas lui enlever son expérience personnelle, n'est-ce pas? Femme 38, mon chum est trop souvent à la maison. Il travaille sur les chiffres tellement que moi, je suis bien au bureau. Et lorsqu'il décide de péter une coche, il n'est pas capable de le faire à l'insu des enfants. On dirait même qu'il le fait exprès. J'essaie de limiter les dégâts en ne répondant pas à ses attaques devant les enfants, mais je crois que ça rend mes enfants très insécures. Oui, exact. Alors, les querelles parentales insécurisent les tout-petits. Les cris, les grosses voix, les altercations. Les enfants les tout-petits ne comprennent pas tous les propos qui sont tenus, contrairement à ce que vous croyez, mais ils saisissent les intonations. À preuve, les animaux. Quand vous criez dans la maison, vous parlez fort, le chien va pisser à terre. Ça devrait peut-être vous donner un indice. C'est vrai, hein? Pareil. Donc, un défi pour vous. Lequel? En 1 minute. Question, autre sujet connexe. Comment réhabituer les enfants à dormir dans leur lit? Ben voyons. On va les prendre, puis on va les porter dans leur lit. Madame, puis ça, c'est la mère. La mère flatte le dos de son enfant pendant quelques minutes. Et s'il se relève, on retourne patiemment le coucher. Généralement, après 3 soirs, le problème est réglé. De façon affectueuse et non pas rejetante par la mère pour les tout-petits, pas par le père. Alors, la mère, flatter le dos de son fils de 14 ans, c'est non. Alors, il y a des comportements normaux avec les enfants de même sexe qu'on ne fait pas
avec l'enfant de sexe opposé rendu à un certain âge. Mais l'expliquer gentiment. Papa qui flatte le dos de sa grande de 11 ans, est-ce que c'est correct, José? Papa sort de là, ça presse, cibole. T'as-tu compris? Sors de sa chambre. Défi T'es relevé. le problème. T'es pas la solution. Merci. Merci beaucoup, les auditeurs. Merci, Benjamin. Merci, Doc. Ah, À demain. José. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.